À 100 km au nord du cercle polaire, près des côtes canadiennes, un petit voilier est pris dans les glaces de l'Arctique. Il s'agit du Vagabond, un bateau de recherche scientifique très particulier, avec un équipage hors du commun. Éric Brossier est le capitaine du bateau. Sa femme, France, est une artiste et une navigatrice accomplie. Il y a 16 ans, le couple a quitté Brest pour prendre le large. Depuis, le voilier est leur maison. Si ça marche pas bien et que tu veux faire un an, Leurs 2 filles, Léonie et Aurore, vivent sur le bateau depuis leur naissance. Arrête. oui. Élève. Élève. Le Vagabond est un outil précieux, car il peut atteindre des régions inaccessibles aux gros bateaux. Les Brossiers travaillent tout au long de l'année pour des programmes scientifiques internationaux, même durant l'hiver arctique, lorsque le monocoque est paralysé par une couche de glace de plusieurs mètres d'épaisseur. Même par moins 40 degrés, Éric ne renonce jamais à étudier la banquise, que ce soit en surface ou sous l'eau. Cet été, lorsque la glace aura fondu, le Vagabond partira pour une nouvelle expédition scientifique dans l'océan glacial arctique. Il longera les côtes du Groenland, puis empruntera le célèbre passage du Nord-Ouest pour rejoindre l'une des régions les plus septentrionales du globe. Une traversée périlleuse, durant laquelle le petit voilier sera complètement isolé. Les plongeurs partiront en quête de corallines vieilles de plusieurs siècles. Grâce à ces algues calcaires, les scientifiques espèrent découvrir l'histoire encore inconnue des glaces de l'Arctique. En route pour une expédition riche en aventures sur les traces du changement climatique. En Arctique, l'hiver est long. Avant de prendre la mer cet été pour quelques courtes semaines, la famille Brossier va devoir rester 10 mois au milieu des glaces. En hiver, la lumière du jour disparaît entièrement pendant plusieurs semaines. Dehors, les températures descendent parfois à moins 40 degrés. Liette. Costume. Aurore, elle est costumée. Hein. Costume. Même quand il faisait très froid, on s'appliquait à sortir avec les enfants au moins 1 heure par jour. Quand il fait moins 40, eh ben, on a des balançoires, on a installé des balançoires sur un tangon. Et les enfants allaient jouer à la balançoire, on faisait des jeux dehors. Il faut être vraiment vigilant parce que souvent on ne sent pas le moment où on passe du froid à la gelure qui s'amorce. Et là, il faut vraiment se regarder, s'inspecter pour voir si l'autre ne gèle pas. Une nouvelle journée commence. Éric emmène les filles à l'école au village de Qikiqtarjuaq, à 3 km. À Qikiqtarjuaq, on a peut-être 4 ou 5 programmes scientifiques qui se déroulent simultanément entre février et juillet, principalement sur la banquise. C'est un environnement qui nous convient très bien. Toute la famille aime bien, entre la vie sociale, le travail sur la banquise, l'environnement qui est beau, la petite baie à l'écart, où on a notre intimité. Le bateau se trouve un peu à l'écart du village. C'est vraiment des conditions parfaites. Qikiqtarjuaq est un village de 600 habitants, situé sur une petite île à l'est de l'île de Baffin. Le village fait partie du Nunavut, le territoire des Inuits dans le nord du Canada. C'est un village côtier reculé, loin de toute civilisation. En hiver, lorsque la mer est gelée et qu'une épaisse couche de neige recouvre le sol, on ne distingue plus la terre de la mer. Difficile d'imaginer l'activité intense qui anime le port en été.
Presque tous les habitants de Qikiqtarjuaq sont des Inuits, le peuple autochtone de l'Arctique. Beaucoup vivent de la pêche et de la chasse traditionnelle. À l'école, Léonie 9 ans et Aurore 6 ans apprennent l'Inuktitut, la langue de la population locale. Oui, Aurore et Léonie ont plein d'amis à l'école. C'est elles qui parlent le mieux Inuktitut, c'est elles qui sont le plus intégrées puisqu'elles ont tous les jours, elles sont dans le village avec les autres enfants, avec les enseignants. Je parle anglais, mais j'ai des réflexes Inuktitut. Quand je suis surpris, par exemple, ou que je vois quelqu'un qui va peut-être se faire mal, je dis aïe. Et quand je trouve que ça va trop doucement, je sais pas si c'est pour quelque chose, je dis akune. Qikiqtarjuaq est accessible uniquement par avion. Le village le plus proche est à 200 km, mais il n'y a aucune route entre les deux. Juste un désert de glace, de roches escarpées et de neige. À cause de la météo, les vols sont souvent suspendus pendant plusieurs jours. Le village est alors totalement coupé du monde. Sacrée valise! Bonjour, ça fait plaisir de te voir. Merci d'être venu me chercher. Le scientifique a eu de la chance. Cette fois, il est arrivé sans encombre. Dès le lendemain matin, les chercheurs partent en expédition sur la banquise pour étudier l'état de la glace. Christian Haas enseigne à l'université de York, de Toronto. Il étudie l'évolution de la banquise au fil des siècles pour en déduire les conséquences du changement climatique. Jay Putty, un guide local, accompagnera Christian et Eric durant les 4 jours que doit durer leur expédition. Ces expéditions demandent beaucoup d'investissement, énormément de préparation et une bonne connaissance du terrain. Elles sont aussi très éprouvantes. Il faut être très prudent car à certains endroits, les courants sont si forts que la glace est érodée et qu'on pourrait passer à travers. Voilà pourquoi nous ne voyageons jamais seuls. Nous partons toujours avec un guide, un chasseur qui connaît bien la région. Il sait où la glace est plus fine et où elle peut céder. Du coup, nous sommes particulièrement vigilants. L'expédition sur la mer gelée peut commencer. La banquise présente dans les régions polaires du globe s'est formée il y a plusieurs millions d'années. Cette couche de glace de plusieurs mètres d'épaisseur agit comme un miroir géant qui renvoie la lumière du soleil dans l'atmosphère et empêche ainsi les océans de se réchauffer. C'est ce qui permet de maintenir l'équilibre du climat sur Terre. Le problème, c'est que ce manteau blanc fond chaque jour un peu plus. En hiver, les glaces de l'Arctique peuvent couvrir jusqu'à 16 millions de kilomètres carrés. En été, cette superficie est réduite de plus de la moitié. Depuis les années 1970, la banquise estivale ne cesse de reculer. En 2007, on a enregistré un recul spectaculaire, puis l'année 2012 a marqué un nouveau record. Enfin, à l'été 2016, la surface de glace a atteint son deuxième plus bas niveau depuis qu'on dispose de données satellites. La banquise perd aussi en épaisseur. Ce phénomène est en partie dû aux gaz à effet de serre émis par les industries et les véhicules qui réchauffent notre atmosphère. Si rien n'est fait, les chercheurs estiment que la banquise estivale pourrait disparaître complètement d'ici à la fin du siècle, avec des conséquences imprévisibles sur le climat. Pour mieux mesurer ces changements, Christian et Eric étudient depuis plusieurs années l'épaisseur de la glace dans la région de Qikiqtarjuaq.
Au cours des 4 jours d'expédition, ils ont prévu de parcourir plus de 400 km en motoneige. Exactement. On devrait faire des mesures et le dernier jour, on pourra aller dans cette zone. Le temps presse, car la météo peut changer à tout instant. Cette année a déjà été marquée par un nombre inhabituel de tempêtes de neige. Ça fonctionne parfaitement. 204, c'est très stable. Pour mesurer l'épaisseur de la glace, Christian a mis au point sa propre technique. Grâce à l'induction électromagnétique, il peut sonder de vastes surfaces sans avoir à forer la glace. Le long tube fixé sur le traîneau est un glaciomètre, avec à l'une de ses extrémités un émetteur, à l'autre un récepteur. L'émetteur embarqué envoie des ondes radio en continu à travers la glace. Dans l'eau, l'induction produit un courant électrique qui crée à son tour un champ électromagnétique dont la puissance est mesurée par le récepteur. C'est ce qui permet aux chercheurs de calculer l'épaisseur de la banquise. Un signal fort indique que la glace est fine. Plus le signal diminue, plus la glace est épaisse. Depuis 2010, le satellite européen de recherche Cryosat-2 mesure en permanence l'épaisseur des glaces de l'Arctique. Un radar permet d'enregistrer toutes les variations en continu. Pour que ces données satellites soient pertinentes, elles doivent être complétées et vérifiées par des mesures sur le terrain. Car les capteurs du satellite, comme ceux du traîneau, ne font pas la différence entre la neige et la glace. En guise de référence, Christian mesure donc systématiquement l'épaisseur du manteau neigeux manuellement. L'épaisseur de la glace est elle aussi vérifiée grâce à des forages aléatoires. Seule la combinaison de toutes ces mesures permet d'obtenir un résultat fiable sur l'état de la banquise. Dans cette région, la couche de glace n'a encore jamais été mesurée. C'est le seul moyen de mesurer des zones aussi vastes en si peu de temps. Sans cette méthode, il nous faudrait passer plusieurs semaines, voire des mois ici au cours de l'hiver. C'est vraiment idéal d'avoir sur le terrain quelqu'un comme Éric Brossier. Il est sur place tout l'hiver et peut faire ce travail tout au long de la saison. La vie continue à bord du Vagabond. Pendant que les enfants sont à l'école, France fait des réserves d'eau potable pour toute la famille. Mais ce bout de glace, c'est un fragment de gros icebergs tabulaires qui viennent du nord-ouest du Groenland. Et on appelle ça des îles de glace. Cette glace a parfois plusieurs milliers d'années. Sa densité et sa pureté en font la meilleure eau fraîche au monde. Il faudra attendre plusieurs jours avant que la glace ne fonde complètement. Il est l'heure de nourrir les chiens. Anoukala et Takuvik font partie intégrante de la famille. La nuit, ils restent dans leur niche, près du bateau. Ces chiens ne craignent pas les températures extrêmes. Les chiens, c'est devenu... c'est des membres de l'équipage, on va dire. Mais vraiment, parce que les chiens sont là en premier lieu pour nous protéger des ours, et même plus que pour nous protéger, pour nous avertir de la venue d'un ours. C'est vraiment un travail d'équipe, les chiens et l'homme. Hein. Le chien est là pour aboyer si l'ours arrive, mais lui, il est à la chaîne. Donc nous, on va le protéger avec des fusées ou en faisant du bruit, en effrayant l'ours. L'ours n'est pas agressif de nature. Seulement, il est tellement fort que le danger, c'est qu'il casse des choses, qu'il abîme du matériel. Donc nous, on essaye de lui dire, non, il ne faut pas s'approcher, ça c'est notre territoire. Mais plus que ça, bien sûr que ça devient un compagnon.
Et les chiens, on s'amuse, on essaie de les entraîner. On fait du ski derrière les chiens. Léonie a eu un chiot qu'elle a entraîné. Elle arrivait à faire du ski tiré par son chiot. C'était génial. Après 4 jours de travail éprouvant dans un froid glacial, les hommes sont de retour. Christian est devenu un ami de la famille. Il connaît Léonie et Aurore depuis qu'elles sont nées. Eric et Christian ont profité de l'expédition pour pêcher du poisson sous la glace. Malheureusement, une des motoneiges est tombée en panne à mi-chemin et a dû être remorquée sur un des traîneaux. Je suis content que ça ait fonctionné, parce que la veille du départ, ça ne marchait pas. Merci. À chaque mission dans la région, Christian séjourne sur le bateau de la famille Brossier. Les deux hommes ont beaucoup de choses à raconter. En chemin, ils ont croisé des ours blancs. À peu près, on a vu une dizaine d'ours. Mais à chaque rencontre était différente. La première rencontre, c'était un couple. C'était un mâle qui poursuivait une femelle pour s'accoupler. On les a vite vus monter sur un iceberg. Et on a été fascinés, mais vraiment stupéfaits de voir à quel point ils sont capables de planter leurs griffes dans la glace et de grimper droit dans des pentes très raides d'iceberg. Bon. Et puis après, on a vu encore 2 mâles, l'un après l'autre, séparément. Et il y en a un qui est passé entre nos 2 motoneiges. On s'est arrêté pour le regarder. Il est passé entre nos deux motoneiges. Curieux. Non, c'était des belles rencontres. Oui. Le lendemain matin, les deux hommes vont étudier les données recueillies dans un laboratoire provisoire situé à Qiqik-Tarjuaq. Ce qui est passionnant, c'est de pouvoir montrer à quel point l'épaisseur de glace peut varier sur une petite surface, ce qu'on ignorait jusqu'ici. Dans un fjord, par exemple, indépendamment des courants qui circulent sous la glace, la couche peut être très fine par endroits. Et cela a un impact sur l'écosystème. Ici, sur l'île de Baffin, pour l'instant, nous ne pouvons pas faire de recherche sur le climat, car nous sommes les premiers à faire des mesures et nous n'avons donc aucun point de comparaison. Nous n'avons aucune idée de l'épaisseur de la glace il y a 30 ans. Pour décrire au mieux ces variations, il faut pouvoir comparer nos mesures avec des données antérieures. Ce serait très utile de connaître l'état de la glace sur l'île de Baffin et à d'autres endroits de l'Arctique auparavant, surtout son épaisseur. Mais il existe très peu de données à ce sujet. Contrairement aux glaces de terre, qui n'ont pas bougé depuis des milliers d'années, les glaces de mer fondent de plus en plus vite, sans laisser la moindre trace derrière elles. Ce qui explique que nous ayons si peu d'informations sur l'histoire de la banquise. Les premières mesures satellites remontent aux années 1960. Avant cette époque, les données sont quasi inexistantes. Christian Haas a une idée pour en savoir plus sur l'évolution de la banquise. De retour à Toronto, il a rendez-vous avec Göran Alfar, spécialiste en paléoclimatologie. Oui, j'ai hâte de voir ça. Göran Alfar travaille à l'Université de Toronto. Il est spécialiste des corallines, ces algues rouges qui poussent sous la glace de l'océan Arctique. Les corallines en disent long sur l'histoire du climat. Le chercheur possède une impressionnante collection de spécimens provenant de différentes régions arctiques. Ces algues peuvent avoir plusieurs centaines d'années. Celle-ci, par exemple, a environ 1500 ans. La particularité de ces algues, c'est qu'elles sécrètent du calcaire, et ces sécrétions calcaires peuvent nous fournir des indications sur le climat. Les corallines poussent près du littoral, à une profondeur de 10 à 15 mètres. Sur cette coupe transversale, la couche rouge représente la partie vivante de l'algue. L'algue pousse grâce à la photosynthèse de la lumière. En hiver, durant la nuit polaire, le soleil disparaît et une couche de glace se forme à la surface de la mer.
L'algue se met alors en dormance pendant plusieurs mois. Chaque cycle de croissance estivale forme un anneau calcaire supplémentaire, comme pour les arbres. Selon les régions et les conditions climatiques, la couche de glace est plus ou moins épaisse et influence la durée de la dormance des algues. Au printemps, la couche de glace fine fond plus vite. La période de croissance de l'algue est donc plus longue. Par conséquent, les anneaux sont plus larges que lorsque la glace est épaisse. Les scientifiques veulent reconstituer l'histoire de la banquise en étudiant les anneaux les plus anciens. Voici un échantillon qui a été poli. Grâce à ces anneaux de croissance, les chercheurs espèrent remonter le temps à une époque où il y a très peu d'informations sur la banquise. Ça, c'est la théorie. Concrètement, ils vont d'abord devoir établir la corrélation exacte entre la taille des anneaux et l'épaisseur de la glace. Pour ça, ils ont besoin d'échantillons ayant poussé sous des couches de glace d'épaisseurs différentes. Ce qui est vraiment intéressant le long de cette côte, c'est qu'on a de fortes variations. Ici, la glace ne fait qu'1 mètre d'épaisseur. Là, elle fait 2 mètres. Il fait beaucoup plus froid et sombre pendant plus longtemps. Du coup, je pense que tu devrais voir de grosses différences entre les algues. En plus, ici, on a des mesures précises. C'est ici que vous l'avez mesuré? Oui, en avion et en motoneige. La région de Resolute serait idéale pour faire des prélèvements. On a déjà découvert des spécimens et vous avez des données extrêmement précises sur la glace. On devrait organiser une expédition afin de vérifier notre hypothèse. Oui, je pense que c'est parfait. J'ai décidé de louer le Vagabond et de partir, avec Eric et sa famille, depuis le Groenland pour rejoindre le Canada en passant par la baie de Baffin. L'entreprise n'est pas sans risque. Le bateau fait 15 mètres de long et entre la houle et les tempêtes, les conditions dans l'océan Arctique peuvent être extrêmement rudes. Je suis curieux de voir si nous arriverons à prélever des échantillons. Quelques semaines plus tard, l'expédition scientifique est sur le départ. Au Groenland, Joren Alphard retrouve Eric et son équipage. La météo est parfaite. Tu veux partir aujourd'hui? Oui, tant que les conditions sont bonnes. Ok, on fait le plein d'eau et de nourriture. Les 3000 habitants de la petite ville portuaire d'Asiat vivent essentiellement de la pêche aux poissons et aux crabes. Les maisons colorées témoignent de l'influence du Danemark sur son lointain territoire. Il y a 3 jours, le Vagabond a quitté ses quartiers d'hiver de Qeqertarsuaq pour traverser la baie de Baffin et rejoindre Asiat. Céline et Yves sont aussi du voyage. Ces navigateurs d'origine suisse vivent à Qeqertarsuaq depuis de nombreuses années. Sur le bateau, ils participeront essentiellement aux plongées et à la navigation. Nous sommes au début du mois d'août. La glace a fondu. La voie vers le Grand Nord est libre. Le Vagabond va longer les côtes du Groenland jusqu'au nord de l'Arctique. Puis il traversera à nouveau la baie de Baffin. Il empruntera ensuite le passage du nord-ouest pour rejoindre la baie Resolute, l'un des lieux habités les plus froids au monde. En 3 semaines, le navire va parcourir 1500 milles nautiques. Avec son moteur diesel, le bateau avance lentement vers le nord, mille après mille. Sa vitesse est de 6 nœuds, soit 11 km/h environ. Quand le vent est suffisamment fort, on hisse les voiles. Le Vagabond est très petit. Il peut naviguer dans les eaux peu profondes et peut traverser les glaces. C'est l'idéal pour plonger ou pour observer les profondeurs avec la caméra sous-marine. Il est tout à fait adapté à l'Arctique. Avec ses gros réservoirs, il peut parcourir de très longues distances dans des contrées reculées. Avec un bateau plus grand, ce serait quasiment impossible. Donc cette mission, il y a beaucoup de navigation, mais le fait de devoir plonger pour trouver les échantillons d'algues qui intéressent Joren, pour moi,
c'est une belle mission. Mais il n'y a pas de routine dans le contenu, dans les objectifs, dans le cœur de la mission. Et c'est bien ça qui nous plaît, c'est que chaque mission est différente. Au bout de quelques heures, France repère un premier site de recherche très prometteur. C'est profond? 24 mètres. Tu veux essayer ici? Ok, on essaie. Pour se faire une idée précise de la propagation des algues rouges, Göran souhaite faire des prélèvements dans un maximum d'endroits. Avant que les plongeurs n'entrent dans l'eau glaciale, il vérifie avec sa caméra sous-marine que le jeu en vaut la chandelle. Eric et Yves se préparent pour une première plongée. Contrairement à l'eau douce, l'eau de mer ne gèle qu'à moins 2 degrés. Sans combinaison sèche, les plongeurs ne survivraient pas une demi-heure. Il est donc capital d'ajuster correctement leur équipement. C'est à environ 15 mètres de profondeur que les plongeurs ont le plus de chances de trouver des échantillons de qualité. Les algues ont besoin de roches pour s'accrocher. Elles ne poussent pas sur les fonds sableux. « 40 minutes plus tard, les plongeurs reviennent avec leur butin. La structure calcaire des algues rouges ne croît que de quelques millièmes de millimètres par an, en fonction de la région et de la couche de glace hivernale. Göran devra attendre de retrouver son laboratoire de Toronto pour mesurer précisément les strates. Voici un beau spécimen. Ici, on voit encore le rocher sur lequel l'algue était accrochée. Elle a poussé directement dessus. Aucun organisme n'a creusé de galerie. Il n'y a aucun trou et elle est d'épaisseur moyenne. C'est un échantillon très uniforme et de très bonne qualité. Pendant ce temps, à bord, France prépare le dîner pour toute l'équipe. Tous les menus ont été planifiés et les réserves de nourriture ont été faites en conséquence. Quand on part en bateau, surtout pour 1 mois ou là 2 mois, il faut vraiment tout préparer à l'avance. Donc je fais des menus, je regarde ce dont on a besoin et on achète ce dont on a besoin. Et chaque chose à sa place. Le frais est dans la soute avant. Et puis quand on sait qu'on part pour 3 jours de navigation vraiment où ça risque de mouiller l'avant, on rentre ce qu'il faut pour les 3 jours. Et puis avec les menus, moi j'ai l'esprit tranquille. En 2 mois, on a juste peut-être... on aura peut-être 1 fois à refaire, à racheter du frais, des fruits et des légumes, mais c'est tout. Donc c'est pas trop compliqué, pas trop lourd. Et on aime beaucoup pêcher, et puis après, avec le fruit de la pêche, on fait soit des carpaccio, soit on congèle les filets de poisson pour un peu plus tard. Et c'est toujours un plaisir de se nourrir sur ce qu'on peut trouver. Il y a beaucoup à faire sur un voilier. Entre la cuisine, les changements de quart, la navigation et les enfants, les tâches qui rythment le quotidien sont parfois éprouvantes. Alors, chacun doit mettre la main à la pâte.
Le Vagabond arrive au prochain site à explorer. Eric et Yves entament une nouvelle plongée. C'est un de mes grands plaisirs. Je pense que c'est mon principal plaisir dans la plongée. C'est cette sensation d'apesanteur. On vole, tout est tranquille, plus ou moins silencieux. C'est une sensation merveilleuse. Oui, alors effectivement, quand on sort de l'eau froide, on a le visage qui est tout engourdi. C'est à cause du froid. Dans le sud-ouest du Groenland, le climat est doux et la côte plus verdoyante. Le cœur de cette île gigantesque est couvert d'une calotte glaciaire de 2 à 3 000 mètres d'épaisseur. Céline et les 2 fillettes débarquent sur la terre ferme. Toutes les occasions sont bonnes pour se dégourdir les jambes. Le programme de recherche est rigoureux et l'équipe doit souvent rester toute la journée à bord du voilier exigu. Eric se faufile à l'intérieur de la salle des machines. Le générateur qui approvisionne les bouteilles de plongée en air est défectueux. Il va falloir trouver une pièce de rechange. Un défi de taille dans ces contrées isolées. Mais l'équipage du Vagabond n'a pas le choix. Il doit mettre le cap sur la ville la plus proche. Un contretemps fâcheux qui pourrait coûter à l'équipage des heures précieuses. Un groupe de baleines passe tout près du bateau. À cette période de l'année, le soleil ne se couche jamais. Le soleil de minuit inonde la baie. Au loin apparaît le glacier de Jakobshavn, l'un des glaciers les plus imposants du Groenland. Il avance à une vitesse de 40 mètres par jour et produit chaque année plusieurs milliards de tonnes d'iceberg. En 15 ans, le réchauffement climatique a multiplié sa vitesse de déplacement par 2. Il faudra plusieurs heures au Vagabond pour se frayer un chemin dans ce labyrinthe d'iceberg de 60 à 100 mètres de hauteur. Le monocoque arrive au port d'Ilulissat. Il s'agit de trouver la fameuse pièce de rechange. Après plusieurs heures de recherche infructueuse et une nuit à retourner le problème en tous sens, Eric fait une dernière tentative. Un mécanicien aux abords de la ville pourrait peut-être l'aider. Par chance, l'homme parvient à commander la pièce. Il espère la recevoir dès cet après-midi par le vol en provenance de Nuuk, la capitale du Groenland. La ville colorée d'Ilulissat est nichée dans la baie pittoresque de Disko. La beauté de la nature attire chaque année davantage de touristes dans la 3e ville du Groenland. En été, la hausse des températures donne vie à une multitude de fleurs. Un moment très attendu par les habitants, surtout en hiver, lorsque les températures descendent à -30. Avec beaucoup de retard, l'avion en provenance de Nuuk atterrit enfin. Bonjour. Merci beaucoup. Voilà pour vous. Thank you. Regarde, tu dis au revoir, monsieur, là-haut. Avec 20 heures de retard, le voyage peut reprendre son cours. Il faut compter 2 jours de navigation jusqu'à la prochaine étape. Donc le but, c'est d'aller par là. L'île est là.
Eric a repéré un bateau qu'il connaît bien. Il contacte le capitaine par radio. Ouais, c'est vraiment très chouette de vous croiser là. Évidemment, on sait qu'on va vous voir bientôt, donc on aura la suite. Salut, les gros bisous à tout le monde. Eh ben, salut les filles, salut France, salut Eric, bonbon et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous. Ciao. Nous aussi. Ciao, ciao. Salut. La météo est en train de changer. Le vent se lève. France et Eric hissent les voiles pour profiter d'une propulsion supplémentaire. À partir de maintenant, le bateau va naviguer jour et nuit pour rattraper le temps perdu. À la barre, France, Eric, Céline et Yves se relaient. Pour ma part, je fais l'écart de 3h à 6h, donc 3h à 6h le matin et 3h à 6h l'après-midi. Moi, j'aime bien vivre la nuit, alors ça me va comme rythme. Il y a des moments, c'est sûr, où on pique un peu plus du nez, mais dans l'ensemble, ça va bien. Le quart de ce matin, j'ai commencé dans le brouillard. On voyait à peine quelques mètres devant le bateau. Presque à chaque quart, on voit des icebergs, ça dépend, mais il y en a. Ils sont généralement très faciles à éviter, mais c'est sûr que c'est pour ça qu'on est là, pour pas envoyer le bateau dedans. Le matin suivant est consacré à une nouvelle plongée. Le groupe se rend sur le site à explorer en canot à moteur. Léonie en profite pour faire une petite baignade dans l'eau glaciale. Sa combinaison sèche la maintient à peu près au chaud, mais son visage est en contact direct avec l'eau. Léonie est courageuse. Elle reste un quart d'heure dans l'eau à 1 degré. Aurore, elle, se contente de tremper les orteils. Au retour des plongeurs, la pêche n'est pas vraiment miraculeuse. C'était comment? Pas mal, mais pas aussi bien que le premier site qui était meilleur. Ce n'est pas le spécimen le plus gros, mais je ne pense pas qu'il y en ait de plus gros ici. Le résultat est plutôt moyen. J'espérais pouvoir trouver des algues plus épaisses. Nous avons trouvé de bons échantillons, mais ils sont relativement fins. Ça veut dire qu'ils renferment peu d'informations sur l'évolution du climat. Je pense qu'on va pouvoir reconstituer au maximum un siècle d'histoire du climat. Dernière étape avant la grande traversée vers le Canada. La région est connue pour ses immenses falaises couvertes d'oiseaux. Des centaines de mouettes tridactyles viennent nicher sur ses parois. L'air fraîchit. Le bateau vient de passer les 72 degrés de latitude. La toundra désertique de l'Arctique s'étend à l'horizon. Joron récupère un peu d'eau de mer. Céline en a besoin pour faire la vaisselle. L'eau douce est exclusivement réservée à la cuisine et à la consommation. Les réserves sont calculées au plus juste et doivent durer jusqu'à la fin de l'expédition. Sur le pont, Eric et Yves préparent le bateau pour la rude traversée qui s'annonce. Tous les objets doivent être attachés et rangés. Devant le puits de chêne. Il est bien éteint son sac ou... L'équipage doit maintenant parcourir 400 000 nautiques en haute mer. 3 jours et 3 nuits sans la protection des côtes. La houle est de plus en plus forte. Les enfants ont le mal de mer. La petite Aurore est si mal en point qu'elle ne veut rien boire ni manger. Alors les filles, je pense que la limite est 3 jours sans toucher terre.
Et 3 jours, c'est déjà largement suffisant. Alors, s'il fait beau, elles arrivent très bien à s'occuper. Et s'il ne fait pas très beau, comme chacun, on se sent un petit peu moins bien. Il y a le mal de mer qui guette. Elles ont un petit peu d'appréhension aussi. Et donc, c'est moins rigolo. Mais elles sont pour l'instant toujours contentes de suivre le mouvement, de suivre leurs parents. Et puis, j'espère qu'on leur transmet notre plaisir de découvrir des coins nouveaux. Pour l'instant, je pense que ça marche. Avec le vent de face, le bateau heurte chaque vague de front. Ça nous ralentit, quand le vent vient de face, ça ralentit le bateau, ça forme la mer, il y a plus de vagues, c'est moins confortable, ça tape un peu dans les vagues. La houle est trop forte. Le vagabond doit changer de cap et atteindre les côtes plus tôt que prévu pour se mettre à l'abri. Pour passer ce moment difficile, Joren reste allongé dans sa petite cabine sous le pont. Oh là là! Quand il y a autant de vagues, on ne peut que rester allongé. Heureusement, hier soir, on a décidé de changer de cap pour échapper un peu à la houle, pour qu'on n'avance pas directement face aux vagues. Du coup, la navigation est un peu plus facile. On a hissé les 3 voiles aussi. De cette façon, on peut espérer surmonter les 600 km de traversée de la baie de Baffin. On avance toujours à une vitesse de 10 km/h seulement. Il nous faudra donc une 60aine d'heures pour rejoindre l'autre côté. Enfin, la terre est en vue. Le vagabond est arrivé au Canada. Dans le désert polaire, 2000 km au sud du pôle Nord, il n'y a quasiment aucune végétation. Les 3/4 de l'année, le paysage est entièrement couvert de glace et de neige. Voilà déjà longtemps que Joren n'a plus trouvé de beaux échantillons. Les recherches des 10 derniers jours étaient décevantes. Trouver de bons sites où plonger s'avère plus difficile que prévu. The little bumps, but you can see it's I don't know, Pendant une journée et une nuit, le bateau traverse le détroit de Lancaster. Joren espère avoir plus de chance au large de l'île Devon. Le vagabond se trouve désormais dans le légendaire passage du Nord-Ouest. Nous nous frayons lentement un passage dans le détroit de Lancaster et je vois que les algues sont là. L'eau est plus claire. Ici, il n'y a plus de glaciers. Et si on continue vers l'ouest, on arrivera à Resolute. Et là, j'ai aussi l'espoir de trouver des algues. Eric et Yves s'apprêtent à plonger une dernière fois. Tous les espoirs de l'équipe reposent sur eux. S'ils ne trouvent pas d'échantillons de qualité ici, près de l'île Beechey, c'est la réussite de toute l'expédition qui est compromise. Une bonne surprise attend les plongeurs. Les fonds marins regorgent d'algues rouges, avec une large structure calcaire. Elles pourraient avoir plusieurs centaines d'années. Oh, très belle pièce. J'en ai plusieurs comme ça. Elles font 2 cm d'épaisseur environ, ce qui peut représenter quelques centaines d'années. Superbe. Merci d'être redescendu, je suis très content.
Moi aussi. Voici les échantillons prélevés à Resolute. Espérons qu'on pourra les comparer avec les mesures d'épaisseur de glace de Christian Haas. Je pense que ces échantillons vont nous permettre d'avancer. Le succès est arrivé à temps. Le Vagabond doit arriver au plus vite dans la baie Resolute. Les services météo annoncent une violente tempête d'ici quelques jours. Quand un vent de 30 nœuds est annoncé, on peut s'attendre à 40-50 nœuds. Jeudi soir, vendredi matin, une demi-journée seulement, vent violent du sud. La baie Resolute n'est pas vraiment le meilleur abri, on va voir ce qu'on peut faire. Finalement, le Vagabond jette l'ancre à proximité de la baie Resolute. C'est l'heure de se dire au revoir. C'était très sympa. Travaillez bien. Compte là-dessus. Il est temps pour Joren de prendre congé. S'il ne veut pas manquer son avion, il doit impérativement quitter le bateau avant la tempête. Car une fois coincé ici, il faut souvent attendre plusieurs jours avant d'avoir un autre vol. Le reste de l'équipe va poursuivre l'expédition sans Joren. Bye bye, bon voyage. Oui, vous aussi. Oui. Donc il y a un coup de vent du sud annoncé de 45-50 nœuds. On a tout juste le temps de déposer Joren, mais il n'y a pas de bon abri. On doit repartir de Resolute dès maintenant. On va chercher un abri pendant le coup de vent pour continuer ensuite notre voyage. Joren est de retour dans son laboratoire de Toronto. Il a hâte d'étudier de près les échantillons qu'il a rapportés. C'est maintenant qu'il va voir s'ils sont de bonne qualité. Pour commencer, il découpe les plus beaux spécimens d'algues. Ensuite, il polit la fine couche transversale. Au microscope, les anneaux de croissance sont bien visibles. Christian, le géophysicien, attendait le retour de Joren avec impatience. Salut Johan. Salut. Tu es déjà au travail? Oui, j'ai tout préparé pour toi. Voici un échantillon prélevé près de l'île Beechey, au nord du détroit de Lancaster. On voit très bien les fines couches de croissance. Voici l'échantillon en entier. Quand on zoome sur une zone précise, on distingue les strates annuelles. Si j'en mesure une, en me référant à l'échelle ici en bas, on constate que l'épaisseur est de 100 microns environ. Ok, c'est assez fin, ça correspond à une glace épaisse et à l'obscurité. Oui, c'est très fin, plus fin que ce qu'on a pu observer jusqu'ici. Comparons-le maintenant avec un échantillon prélevé dans le sud, à Qikiqtarjuaq. Je zoome pour voir les anneaux de croissance. Par rapport à l'échelle, cet anneau fait presque 200 microns de largeur. Je dirais 180 microns. Ah, d'accord. C'est presque 2 fois plus qu'à l'île Beechey. Ça correspond bien à l'épaisseur de glace qui a été mesurée. Exactement. Il y a une vraie corrélation. Les anneaux de croissance coïncident bien avec l'épaisseur de la glace. Avec ces corallines, les chercheurs ont mis la main sur des archives climatiques exceptionnelles. Si ces premiers résultats sont confirmés par d'autres échantillons que nous avons rapportés, ils sont d'une grande utilité pour les recherches sur la banquise. Ils vont nous aider à reconstituer l'histoire de la banquise et à préciser nos prévisions pour l'avenir. L'analyse d'autres échantillons a déjà mis en lumière des faits remarquables sur le réchauffement climatique. Sur ce graphique, on voit très clairement que la croissance des algues a très nettement augmenté à partir de 1850. Cela s'explique par le fait que la banquise a énormément reculé depuis cette époque. 1850 correspond au début de la révolution industrielle. Si je remonte maintenant plus loin dans le temps, je constate que de telles variations de croissance ne sont pas visibles. Dans tous les cas, les scientifiques s'accordent à dire que le changement climatique actuel est au moins en partie provoqué par l'homme. La question est de savoir quelle est la part de responsabilité humaine dans ce dérèglement et quelle est la part de variation naturelle. Et là, les algues rouges peuvent apporter une contribution très importante. Elles permettent de remonter très loin dans l'histoire du climat et de voir quelles ont été les variations naturelles. Retour à bord du Vagabond.
Eric a trouvé une baie abritée non loin de Resolute. Le bateau est au mouillage depuis plusieurs jours. Pour passer le temps, la famille joue aux cartes. Au loin, Eric aperçoit un ours blanc. Ici, la mer est calme, alors qu'au large, la tempête se déchaîne, avec des vents allant jusqu'à 100 km/h. Pour naviguer dans l'Arctique qui n'est pas toujours très bien cartographié. Et puis, il faut avoir du temps parce que voilà, c'est le temps qui domine, si c'est la glace qui domine, nous on ne sait jamais, on est quand même assez petits, on ne sait jamais en combien de temps on peut s'en sortir. L'équipage ne va plus faire étape avant longtemps. Alors, il profite de l'arrêt à Resolute pour faire des réserves. C'est l'une des localités les plus septentrionales de la planète. En hiver, la température ressentie peut atteindre moins 50 degrés. Et pendant près de 4 mois par an, il fait nuit en continu. Les 240 habitants du hameau le surnomment d'ailleurs Chaos Suitok, l'endroit où le soleil ne se lève pas. En espérant que la tempête se calme d'ici demain, Léonie et Aurore vont se coucher dans la petite cabine qu'elles partagent avec leurs parents. Elles ont encore 6 semaines de voyage devant elles. Alors ici, Resolute, c'est la fin du voyage avec Jochen, mais c'est la moitié du parcours seulement. Il nous reste au moins autant de milles à parcourir. C'est pas une route facile parce qu'il y a très souvent de la glace qui bloque le passage. Le vagabond peut enfin lever l'ancre. Après une courte escale à Resolute, le voilier va parcourir les 2000 nautiques qui le séparent de la région du Labrador au Canada. Une fois là-bas, le bateau sera sorti de l'eau et mis en hivernage. Ensuite, pour la première fois depuis de nombreuses années, la famille Brossier rentrera en France, pour une durée indéterminée.